dernières minutes. Une énorme explosion vient de retentir en plein centre-ville. En attendant qu'on en sache un peu plus, toutes nos activités sont suspendues, d'accord? C'était quoi ça? Faut se tirer! Viens! Il s'agirait de 2 attaques coordonnées. La menace d'attentat est à son niveau le plus haut. Il y a eu de graves manquements dans le système et nous devons savoir lesquels. C'est le seul moyen de surmonter cette épreuve. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de personnes vont se poser la question pourquoi je fais cette vidéo sur ma chaîne. C'est une histoire qui m'a particulièrement touchée et comme tant d'autres, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà pourquoi je vous la propose aujourd'hui. Tout au long de ma vidéo, vous trouverez des extraits du film Un 22 juillet de Paul Greengrass. Je vous recommande fortement ce film qui est très poignant. C'est l'affaire la plus dramatique et la plus sanglante qu'aura connue la Norvège. Pays pacifiste, par essence, où la haine et la vengeance semblaient ne pas exister. Jusqu'à ce jour fatal, du vendredi 22 juillet 2011, qui marquera à jamais le pays et de là l'Europe et le monde. Oslo, la capitale, ville de 700 000 habitants, et Utawa, une petite île touristique située au nord d'Oslo, verront une violence inouïe se déchaîner contre ses habitants et ses occupants. Le bilan final est effroyable. 85 morts, plus de 215 blessés. Une onde de choc pour ce petit pays. Il y a une camionnette blanche garée devant le bâtiment. C'est l'une des nôtres? Oslo, le siège du gouvernement touché, le pays tétanisé. La première explosion est provoquée par une bombe artisanale de forte puissance, cachée dans un véhicule utilitaire qui survient à le quartier gouvernemental de la ville d'Oslo, le vendredi 22 juillet 2011 à 15h26, heure locale, sous les fenêtres du bureau du ministre d'État Jens Stoltenberg, fortuitement absent à cette heure-là, et d'autres édifices gouvernementaux, tous peu sécurisés. L'explosion tuera au final 8 personnes et en blesse 15 autres. L'ensemble de la classe politique et la population sont sous le choc, tant le pays est pacifiste, calme, très peu enclin à de tels excès fanatiques. Face au chaos engendré par cette explosion, toutes les routes du centre-ville d'Oslo ont été fermées par les forces de sécurité. Le centre-ville, très commerçant, est entièrement évacué et les habitants sont invités à rester cloîtrés chez eux. En effet, une autre attaque terroriste potentielle est crainte. Les transports publics dans et hors de la ville ont également été arrêtés le temps de se réorganiser. Le lendemain des attentats, l'enquête criminelle est en cours et le quartier des ministères d'Oslo ainsi qu'une grande partie du centre-ville administratif sont bouclés par l'armée norvégienne. Cette situation martiale ne s'était pas produite dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.
d'aller voir ce qui se passe. C'est rien, t'inquiète. Partez! Allez-vous-en! Restez pas là, barrez-vous! Courez, courez! Il arrive, savez-vous! Il nous tire dessus! Faut se tirer! Viens! Par là! Cours! T'arrêtes pas, Courrier! Plus vite! Viens! Île d'Utøya, la jeunesse norvégienne frappée en plein cœur. La seconde attaque survient environ 2 heures plus tard, à 17h25, dans un camp de jeunes adolescents, organisé par la Ligue des jeunes travaillistes, AUF, du Parti travailliste norvégien AP. En effet, Utøya est une petite île lacustre de Norvège, située sur le Tyrifjord, l'un des principaux lacs intérieurs du pays, située dans le comté de Viken. Elle est située à une 30aine de kilomètres au nord-ouest d'Oslo. Elle est la propriété de la Ligue des jeunes travaillistes, une organisation de jeunesse affiliée au Parti travailliste norvégien. Un homme faussement habillé en policier, avec une tenue de sport nautique, siglée à l'effigie de la police norvégienne, ouvre le feu sur les surveillants, dont un policier qui n'est pas en service et n'est pas armé, mais qui assure bénévolement la sécurité du rassemblement et qui, ironie du sort, l'aura accompagné sur l'île avec le petit bac local, c'est-à-dire un bateau. Lourdement armé, froid et cynique, il tuera 77 adolescents et en blessera plus de 200 autres par balle. Les premiers appels passés par les victimes au service d'urgence norvégien ne sont pas pris en compte tout de suite. Les services de secours étant encore sous le traumatisme de l'attentat de la capitale. On croit à un canular de mauvais goût et on leur dit de libérer les lignes, à moins que leur appel n'ait un rapport avec l'explosion qui vient tout juste d'avoir lieu. Vous allez tous mourir, les marxistes, les libéraux, les membres de l'élite. Vas-y, vite! Allez, baisse-toi! Reste caché, bouge pas. Lilia! Lilia! C'est bon, je suis là! Je suis là! Allez, viens, viens! Par là! Attends, non, c'est bon, de l'autre côté, par ici! Allez, gros-toi! Faut se barrer! Cours! Allez, Tori, continue! Viens, par ici! Allez, vite! Viens, on va sur les rochers! Courez-vous! Vas-y! Attention! Par là, allez! Continue! Avancez! Encore! Ok. C'est une bombe? On n'en sait rien. Ne restez pas là. Circulez, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire au moins quel bâtiment a été touché? J'ai pas d'informations. Circulez, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Circulez. Vous faites évacuer tout le monde? Non, j'ai aucune info à vous donner. Je vous dis maintenant, circulez. Viviard? Restez pas là. Quoi? Libérez le passage. Viviard? Libérez le passage, s'il vous plaît. C'était Viviard. Il dit que quelqu'un est en train de leur tirer dessus. Sur eux? Il a raccroché. On a eu plusieurs signalements de coups de feu sur l'île d'Utøya. Bien reçu. Ici, unité 5. On se rend sur place. Dites-nous quel est le PRV. Terminé. Répétez. C'est quoi le PRV? Le point de rendez-vous pour aller sur Utøya. Patientez. C'est pas vrai. Monsieur, il y a peut-être un autre attentat en cours. On a signalé des coups de feu sur l'île d'Utøya. Quoi? Non, pas encore. Au camp des jeunes travaillistes? On est en train de me faire un topo. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Il y a des centaines d'ados sur l'île. Quoi? Rien d'autre? Vous avez pas d'autres infos? Où vous êtes?
fasciste! Il va nous trouver. Il va nous trouver. Il va nous descendre. Tori, regarde-moi. On va s'en sortir. Fais-moi confiance. Et nous sur la côte ouest de l'île, compris? Bien reçu. Allez les gars, au fond, c'est parti. Go. C'est quoi leur position? Où en sont les équipes d'intervention? Présentez. Quoi, ils ont des bateaux, oui ou non? L'intervention prend trop de temps. C'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'hélico. Non plus, nous n'avons pas d'hélicoptère. Il faut qu'ils soient prêts à intervenir. Ils ont déjà accosté sur l'île? En attendant, on a besoin d'avoir un topo sur la situation. Une source proche du dossier, il y aurait un deuxième attentat en cours au moment où je vous parle. Il s'agirait de 2 attaques coordonnées. L'explosion dans le centre-ville d'Oslo étant maintenant suivie d'une fusillade sur l'île d'Utoya où il y a actuellement le camp des jeunes travailleurs. Ça va aller. Il arrive. Laisse-toi. Bouge plus. Bouge plus. Il est là, tes bras. Fais pas de bruit. J'entends, il arrive. Tout le monde se tait. Faut pas rester là, faut se tirer. Saute. Allez. La concomitance des 2 faits terroristes ou d'ampleur est tout simplement inconcevable dans l'esprit des opérateurs et des policiers norvégiens à ce moment-là. Les premières personnes à secourir les victimes sont des vacanciers séjournant près du lieu de la fusillade, dont un touriste, Marcel Gleff, logé dans un camp de vacances tout près du lac. Il entend les nombreux coups de feu, s'approche à bord de son embarcation, lance des gilets de sauvetage aux jeunes gens, puis les fait monter à bord. Il évacue ainsi 4 ou 5 voyages entre l'île et la côte, distance d'environ 650 mètres, pour les mettre à l'abri. Un couple qui passe ses vacances dans le campement du Kiken sur la rive opposée du lac, entendant également les coups de feu, effectuera également 4 navettes avec leur petite embarcation et essuiera des coups de feu. De très nombreux appels téléphoniques confirment à 17h26 à la police norvégienne la réalité de cette attaque, commise peu après l'attentat de la capitale. Comme une fatalité, des difficultés de transport retardent l'arrivée des premiers intervenants sur la petite île.
En effet, les forces spéciales à Oslo ne disposant pas d'un hélicoptère lourd, capable de les emmener directement sur l'île, feront le trajet par la route jusqu'au quai d'embarquement de Storoya. Là, le petit bac surchargé et alourdi par le trop grand nombre de personnels lourdement équipés prend l'eau et tombe en panne. Cela leur fait perdre du temps, les oblige à monter à bord des bateaux privés réquisitionnés à des plaisanciers venus à leur secours et qui les font traverser. La police norvégienne n'arrivera à débarquer sur l'île qu'1 heure après avoir été avertie, soit à 18h25. Le décompte des victimes est particulièrement horrible. Le porte-parole de la police norvégienne indique dans un premier temps qu'il y a au moins 87 victimes, presque toutes âgées de 15 ou 16 ans. 2 jours plus tard, le 24 juillet, le bilan a été revu à la baisse, corrigé par la police norvégienne, passant alors à 69 morts. En effet, certains jeunes gens avaient réussi à se cacher et à se dissimuler et leur absence lors du recensement initial du soir de l'attaque avait conclu à leur décès. Notons enfin que l'ancienne Premier ministre de Norvège, Gro Harlem Brundtland, a échappé de justesse à cet attentat. Elle est en effet encore sur l'île d'Utøya, quelques heures avant, et a tenu un discours au camp de la Ligue des jeunes travaillistes. L'auteur affirmera, après son arrestation, qu'elle était la cible principale de l'attentat, mais qu'il l'a ratée en raison de retard à la gare d'Oslo. Initialement, les 2 attentats sont corrélés et revendiqués par le groupuscule islamiste Ansar al-Jihad al-Alami, mais la source ne peut être authentifiée de façon formelle. Et très vite, les forces spéciales de la police norvégienne arrêtent un suspect, les armes à la main. Il s'agit d'Anders Behring Breivik, un jeune homme de 32 ans. Se laissant arrêter sans opposition, il revendiquera très vite les 2 attentats, au nom d'une haine irrépressible qu'il a en lui. Il fait des aveux très détaillés et très circonstanciés, qui démontrent qu'il est bien sur les lieux des 2 attentats. Né le 13 février 1979 à Oslo. L'idéologie de Breivik est décrite dans un document texte distribué électroniquement par lui-même le jour des attaques. Dans celui-ci, il indique son soutien au conservatisme culturel, à l'ultranationalisme, au populisme de droite, à l'islamophobie, au sionisme, à l'antiféminisme et au nationalisme blanc. Il considère l'islam, le marxisme culturel et la plupart des partis politiques européens comme des ennemis des Lumières et exige l'annihilation, y compris si besoin par des moyens violents, de l'orabia et du multiculturalisme, ainsi que l'expulsion hors d'Europe de toutes les personnes revendiquant les principes du Coran, avant l'année 2083. Pour préserver l'acquis des sociétés occidentales qu'il assimile à la chrétienté. Breivik a décrit que le motif principal de ces attentats était de faire de la publicité pour son manifeste. Il prend le soin de décrire lui-même dans ce document ses préparatifs pour organiser les attentats. Se faire passer pour un agriculteur pour acheter les engrais chimiques nécessaires à la confection de l'ampho utilisé dans la très puissante explosion d'Oslo, et l'achat légal des armes utilisées pendant la fusillade, la ruse pour accéder à l'île avec le bac, surprendre les jeunes gens, etc. La police norvégienne avait bien, dans un premier temps, enquêté sur la présence possible d'un second tueur présent sur l'île, tant il paraissait impossible d'imputer tous les crimes à une seule personne. Mais les témoignages des survivants et ses propres aveux très détaillés iront tous dans le sens d'un tueur unique, Anders Breivik, formellement reconnu. Breivik reconnaît les faits, mais au nom de son idéologie, choisit de plaider non coupable devant la juridiction qui le jugera. Après une reconstitution sur les lieux des assassinats perpétrés, ou par crainte de vengeance et de représailles, l'auteur est lourdement encadré par des moyens policiers.
Anders Behring Breivik est maintenu en isolement. Un procès s'échelonne du 16 avril au 24 août 2012, au cours duquel 2 analystes psychiatriques donneront des résultats contradictoires. Anders Breivik, il est né à l'hôpital Aker d'Oslo. Son père, Jess, il est né en 1935, est diplomate de carrière. Il a déjà 3 enfants d'un mariage précédent. Sa mère, Wenche Behring, est née en 1946 et elle est décédée en 2013, et aide-soignante et déjà mère d'une fille âgée alors de 4 ans. Peu de temps après la naissance d'Anders, son père est nommé à l'ambassade royale de Norvège à Londres. Sa mère l'y rejoint avec ses 2 enfants. Les parents divorcent en 1980. Anders est alors âgé d'1 an. Sa mère retourne vivre à Oslo avec ses enfants. Le père se remarie et s'installe à Paris, où il est en poste à l'ambassade de Norvège en France. Dès lors, les contacts et liens père-fils s'espacent peu à peu, puis cessent définitivement à partir de 1995. En 2006, alors qu'Anders cherche à revoir son père, ce dernier lui fait savoir qu'il n'est pas mentalement prêt pour une rencontre. Anders Breivik grandit à Slåken, un quartier huppé d'Oslo, aux côtés de sa mère et de sa demi-sœur. En 1983, sa mère souffrant de dépression, les services sociaux qui craignent pour le développement du petit Anders envisagent de le placer dans une famille d'accueil. Mais cette démarche n'aboutit pas. Adolescent, Anders adhère à la culture hip-hop et s'adonne au graffiti dans les rues d'Oslo sous le pseudonyme de Morg, ce qui lui vaut quelques démêlés avec la justice, et par contre-coup le rejet définitif de son père. Incapable de trouver ses marques dans le milieu des taggers, il finit par en être exclu. Élève brillant, il abandonne ses études secondaires en dernière année avec l'ambition de devenir millionnaire. Il crée successivement plusieurs entreprises avant de connaître un certain succès avec un site de vente de faux diplômes, qu'il est contraint d'abandonner lorsque la légalité de cette activité est mise en doute. Il joue et perd en bourse et décide à l'été 2006 de revenir habiter chez sa mère. Enfermé dans sa chambre, il s'adonne alors pendant 2 années à des jeux vidéo en ligne, principalement World of Warcraft, passant jusqu'à 16 heures par jour devant son écran, au prix de l'abandon de toute vie sociale. Lorsqu'en 2008, il met un terme à ses activités ludiques, son intérêt se tourne vers des forums d'extrême droite, auxquels il contribue avant de se consacrer à l'écriture de ce qui va devenir son manifeste, puis aux préparations de ces tueries de masse. Ce n'est qu'au printemps 2011 qu'il quitte enfin le domicile maternel et s'installe dans une ferme pour y confectionner ses explosifs. Dès ses 18 ans, Andrew Breivik adhère au Parti du Progrès, formation norvégienne sociétalement nationale conservatrice, économiquement libérale, développant une rhétorique essentiellement axée sur la nécessité d'un drastique contrôle des flux migratoires qui, d'après elle, mettrait en péril l'identité et l'ordre social du pays. Lorsqu'est créée la section Oslo-Ouest des jeunes progressistes, il en devient vice-président. Très actif sur le forum du parti, il ambitionne d'être inclus sur la liste des candidats pour les élections communales de septembre 2003. Mais cet espoir est déçu. Amer, il prend ses distances avec le parti, qu'il quitte en 2007. Il en critique alors les fondements politiques. Il les juge trop libéraux à l'égard des immigrants issus des pays musulmans, compare ce type de stratégie à celle prélavant déjà chez d'autres partis influents, et leur reproche de s'afficher comme trop politiquement correct. Attiré par le pouvoir sous toutes ses formes, Breivik se porte candidat à la franc-maçonnerie auprès d'un cousin de sa mère en décembre 2005. Mais il a déjà plongé dans l'univers des jeux vidéo en ligne, lorsqu'a lieu son initiation en février 2007. C'est seulement avec réticence et à l'instigation précédente de son parrain qu'il se joint à quelques réunions dans les années qui suivent.
Le 13 août 2011, lors de la reconstitution de la fusillade de l'île d'Utøya, Breivik ne montre aucun remords. Le 29 novembre 2011, les experts psychiatriques chargés de se prononcer sur la responsabilité pénale d'Anders Breivik estiment qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de l'attaque et qu'il est donc irresponsable de ses actes. Le rapport remis par les psychiatres est ensuite entériné par une commission médico-légale. Le 13 janvier 2012, le tribunal ordonne une nouvelle expertise médico-légale qui, le 10 avril 2012, le déclare pénalement responsable. Comme l'avis émis lors de la première expertise, cette conclusion n'a de valeur que consultative. Breivik se déclare content des conclusions de la contre-expertise, car être déclaré pénalement irresponsable invaliderait son idéologie. Le procès s'ouvre le 16 avril 2012. Breivik doit répondre de 77 assassinats et 42 tentatives d'assassinat. La justice norvégienne n'ayant retenu pour ce deuxième chef d'accusation que les blessés les plus graves. L'accusé demande sa relaxe, au motif qu'il aurait agi dans le cadre de la légitime défense. Au premier jour d'audience, Breivik provoque l'assistance avec un geste de défi, bras tendus et poings fermés. Quelques heures plus tard, il fond en larmes, apparemment submergé par l'émotion après la diffusion de sa vidéo de revendication. Pendant 10 semaines, son attitude changeante déroute les observateurs. Le plus souvent impassible, il multiplie provocations et sourires, mais s'agace lorsque les experts le décrivent comme un individu solitaire, marqué par les échecs et les rejets. Il fait profil bas lorsque sont évoquées ses victimes et évite les regards des parties civiles. Au procès, une seule personne va réussir à le toucher. Du moins si on peut penser que cette personne peut être touchée par quelque chose. C'est un survivant de cette horrible attaque, Viljar Hansen. Vous pouvez vous asseoir, Viljar. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé sur Utøya, Viljar? Oui. Il a essayé de me tuer. Je me rappelle l'avoir vu venir. Je me rappelle courir. Essayer de trouver une bonne cachette. Et tout faire pour protéger mon frère. Je me rappelle avoir reçu des balles. 5 balles. Je suis resté allongé, face contre terre sur le rivage. J'étais tout seul. Et j'aurais pas cru possible de ressentir une douleur pareille. Mais vous êtes devant nous aujourd'hui. Oui, mais plus rien n'est comme avant. Il a fallu que je réapprenne à me servir de mon corps. À remarcher. Que je réapprenne à me nourrir sans me faire aider. Je peux presque plus me servir de mon bras gauche. Et sans oublier que j'ai perdu l'usage d'un œil. Mais ça, je dirais que c'est un soulagement. Un soulagement? Comment ça? En fait, c'est un soulagement, hein, dans la mesure où... là, au moins, il n'est pas dans mon champ de vision.
Mais bien sûr, tout n'est pas simple. J'ai encore les fragments d'une balle logés dans mon cerveau. Et ça pourrait me tuer à tout instant. Et je ressemble plus non plus au garçon que j'étais avant. Je peux plus faire ce que je veux. J'ai le corps déglingué. Mais ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est qu'il a abattu Anders et Simon, mes meilleurs amis. Il leur a enlevé la possibilité de laisser leur empreinte sur la société. Je sais qu'ils auraient pu rendre le monde meilleur et ils me manquent tous les jours. Excusez-moi. Je m'étais juré de pas verser de larmes. C'est vrai, je m'étais fait un point d'honneur de pas pleurer devant lui. Je voulais rester fort. Par respect pour mes amis. Pour leur rendre hommage. Quand il les a tués, et qui m'a laissé là près du rivage, je savais pas si j'étais vivant ou mort. Et c'est une question que je me pose encore tous les jours. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai le choix. Parce que j'ai encore la chance d'avoir une famille, des amis, d'avoir des souvenirs, d'avoir des rêves, de l'espoir, de l'amour. Contrairement à lui. Lui, il est complètement seul. Et il va pourrir en prison, alors que moi, j'ai survécu. Et je choisis de vivre. J'ai terminé. Merci, Villiard. Anders Breivik est condamné à la peine maximale, norvégienne, soit 21 ans de prison, avec sûreté, pour l'assassinat de 77 personnes. Bilan définitif de la tuerie sur l'île d'Utøya et de l'attentat à la bombe du centre-ville d'Oslo. Au bout de cette histoire, nous voyons bien que l'être humain est capable de tout, du meilleur comme du pire. Et il a évolué, certes, mais a aussi gardé ses instincts primaires, qui parfois savent se rappeler à lui. Retenons simplement cela comme une grande leçon d'humanité.